Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial qui sera en deux parties où on va vous parler des playoffs NBA qui vont commencer samedi soir avec déjà 4 affiches qui sont au programme. Et aujourd'hui, avec mon fidèle acolyte pour la NBA, Maxime. Salut Maxime. Salut Charles, salut tout le monde. Et ben aujourd'hui, on va d'abord commencer à vous parler de la conférence Est. Alors, oui, on ne connaît pas encore les 4 affiches, on en connaît 3 sur 4, mais on a fait le choix quand même de vous parler de cette conférence Est et Ouest aussi, dès à présent, puisque on va dire qu'on connaît à 97% les affiches qu'on aura lors de ce premier tour de play-off. Donc, comment on va procéder pour que vous ayez un petit peu un guide pour cet épisode? On va faire les affiches dans l'ordre. Donc le 1 contre le 8, le 2 contre le 7, le 3 contre le 6 et le 4 contre le 5. Donc Maxime, on commence tout de suite par l'affiche qui aura lieu dimanche à 19h entre les 76ers et puis Indiana ou Washington. Alors, je pense qu'on a un favori assez clair dans cette rencontre. Oui, pour moi, clairement, les Sixers sont vraiment, ils ont dominé la conférence Est. Et pour moi, il n'y a pas photo. Donc, clairement, que ce soit des Wizards ou les Pacers, je ne vois pas dans leur équipe les armes qui font qu'à ne serait-ce que sur un ou deux postes, ils seraient supérieurs aux Sixers. En toute honnêteté, il y a peut-être Westbrook et Bill du côté des Wizards, mais sauf que c'est tellement famélique à côté que personnellement, je ne les vois même pas prendre un match. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment les Sixers. Ils ont ce qui, pour moi, va être le deuxième meilleur ou troisième meilleur défenseur de la ligue avec Ben Simmons. Le deuxième au titre de MVP, à savoir Joel Embiid. Ils ont Seth Curry, ils ont Joe Harris. Ils ont une équipe qui est absolument très bien construite. Un coach qui est rompu à ce genre d'exercice en la personne de Doc Rivers. Donc, personnellement, je vois difficilement et clairement, pour ce tour-là en tout cas, qui pourrait venir inquiéter les Sixers. Donc là, pour le moment, tu as parlé juste de Washington, donc je vois que très clairement, ta préférence pour ce soir, d'ailleurs, est tournée vers Washington. Dans le cas où c'est Indiana, est-ce que Indiana a peut-être un collectif un peu plus, on va dire un peu plus complet et pour aller gagner? Je te rejoins, les Sixers vont passer ce premier tour, à mon avis, sans trop de problèmes. Mais est-ce que de Indiana ou Washington, c'est pas Indiana qui a peut-être le plus de possibilités d'aller chercher au moins un match? Aller chercher un match, c'est sûr que avec le retour du public auprès des Pacers, ça compte. Le public de Indiana est un public très chaud, ça peut largement motiver. On sait qu'il y a des joueurs de caractère. Un Sabonis, sous ses allures de parfait, comment dire, de premier de la classe, est quand même un joueur qui est très agressif. On a des joueurs Holiday, de Jeremy Lamb. Voilà, il y a de quoi faire à Indiana. Mais personnellement, si je mets en comparaison avec les Sixers, il y a un monde d'écart entre les deux équipes. D'ailleurs, les bilans cette année se reflètent tout à fait ça, à savoir que l'on a d'un côté une équipe qui finit premier avec 49 victoires pour 23 défaites. Et si les Pacers passent, ils sont 9e avec un bilan négatif à 34 victoires, 38 défaites. Et je pense que ça dit vraiment la différence de classe et de niveau entre deux équipes. Donc je ne les vois même pas prendre un match, ni que ce soit les Wizards ou les Pacers. On est à peu près d'accord, toi et moi, là-dessus. Donc, si on se mouille pour un petit pronostic sur cette série, Philly en 4. Moi, je vois filer en 4. Donc, retenez bien, Philly en 4. Parce qu'on s'est pas trop planté pour
pour les pronostics là, sur le play-in. Donc peut-être qu'on va continuer notre belle série là-dessus. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de continuer sur cette série parce qu'effectivement, il y a tellement d'écart entre le futur huitième et puis les Sixers que c'est pas là où les Sixers rencontreront le plus de difficultés. Donc on va passer à la deuxième affiche des playoffs à l'Est, pardon. Donc entre le deuxième, les Nets, et le septième, les Celtics. Alors, si on prend juste les noms, c'est une affiche ultra alléchante pour ce premier tour. L'une des plus alléchantes. Voilà, il y en a beaucoup. Je pense que sur ce premier tour de playoff, on en parlera. Il y a quand même quasiment que des matchs assez extraordinaires en vue. Par contre, quand on regarde, là aussi, les Nets ont l'air quand même d'avoir une classe au-dessus. Les Nets, ils ont le même problème. On en parlera lors du prochain podcast avec les Lakers. C'est qu'ils n'ont jamais joué ensemble tous les trois, voire tous les quatre avec Blake Griffin. Donc voilà. Donc ça, c'est l'interrogation qu'il y a. Autant sur un match sec, ils peuvent être prenables, donc effectivement, ils peuvent en lâcher un. Autant sur une série, pour moi, c'est les épouvantails de cette conférence. Et tout le monde les a annoncés favoris en début de saison. Au fur et à mesure de la saison, avec l'arrivée de Harden, ils sont montés en puissance. Personnellement, je suis enthousiaste par cette équipe des Nets, qui est vraiment une équipe de All-Star, une équipe comme on n'en a peut-être jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Même les grands Warriors, avec Durant déjà, n'étaient pas à ce niveau-là, à mon avis. Et c'est vrai que pour ces Celtics qui ont eu une fin de saison assez compliquée, donc voilà. Donc même si en plus avec la blessure de Marcus Smart, ça va être très 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 compliqué. Ouais, enfin, Tatum pourra pas gagner 4 matchs à lui tout seul, ça c'est une certitude. Je vois bien les Celtics en prendre un au TD Garden, genre le match 3, à mon avis, ils peuvent le prendre parce qu'en plus, effectivement, le public sera de retour, donc il y aura cette atmosphère-là, et puis c'est les grands matchs, et puis après. Ça reste une série, donc effectivement, il peut se passer plein de choses. Harden peut rechuter, Durant aussi, Irving aussi. Enfin, il peut se passer effectivement plein de choses, mais en l'état actuel aujourd'hui, au 20 mai 2021, les Nets se sont supérieurs. Ils ont une attaque qui est presque sans limite. C'est-à-dire avec en plus, si tu rajoutes un Blake Griffin à un niveau assez correct, ils ont 4 joueurs qui sont capables de scorer à n'importe quel moment. Et puis ce qui fait, à mon avis, la différence avec les Celtics, c'est le banc aussi. C'est qu'une fois que les stars sortent, derrière, t'as encore Joe Harris. Ce que j'allais dire, il y a un Timothée, faut pas l'oublier, parce que Timothée, au Cameroun, quand il rentre, il est très efficace, et ça, c'est vraiment une super nouvelle. Il fait pas de la figuration, donc bon, et puis évidemment, il y en a d'autres. Et c'est vrai que quand on regarde le banc des Celtics, bon, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, quoi. Il n'y a pas grand monde, c'est jeune, c'est sans doute plein de talent, mais c'est très jeune et très inexpérimenté. Et face à Harden, face à Durant et Irving, tu as quand même 2 champions NBA sur 3, quand même. Cette expérience-là, elle va faire défaut, elle fera défaut aux Celtics pour cette rencontre. Le secteur intérieur, on le dit depuis des semaines et des semaines. Là, le secteur intérieur, Tristan Thompson, il va se sentir tellement seul dans la raquette quand il va voir arriver les 3 loustiques là qui vont shooter. Enfin, c'est. Alors, je pense pas que ça sente un blowout, comme je l'ai dit. Non, effectivement, moi je suis assez d'accord avec toi parce que vu le niveau, et le manque de lion qu'il peut y avoir dans cette équipe, même si Steve Nash a fait un énorme travail avec ce qu'il avait sous la main tout au long de la saison,
est-ce que la mayonnaise va véritablement prendre entre les quatre? Est-ce que Harden ne va pas la jouer trop individuelle, comme on a pu le souligner dans un article aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de choses qui vont rentrer en compte? Est-ce qu'ils ne vont pas vouloir se cannibaliser, excusez-moi, la balle, à vouloir tous vouloir tirer, tous vouloir mettre des 3 points, sans forcément vouloir défendre? Bon, ça fait vraiment partie des questions. Et bon, je pense que c'est exactement un adversaire qu'il leur fallait, les Celtics, diminuer, mais avec 2 scoreurs, parce que moi je mettrais Evan du côté des Celtics, qui Ah oui, prend bien sûr. la place de Marcus Smart et qui est arrivé sur la pointe des pieds, a eu le Covid chez les Celtics, et puis finalement, il arrive, il revient bien, je trouve. Et je pense que ça peut vraiment, ils peuvent en prendre facilement. Si le trio Tatum, Kemba Walker et Fournier est en bonne forme et que derrière, bah, l'adresse longue distance n'est pas là, que tu vois, il y a quelques facteurs un petit peu comme ça extérieurs qui viennent s'ajouter au match. Les Celtics sont largement capables, à mon avis, d'en prendre un. Et, euh, et je pense qu'ils en prendront un minimum. Mm. Deux, ça Deux, commencera à ça m'en devenir compte. tendu. Ouais. Deux, ça paraît tendu. Trois, ça ira pas jusqu'en 7 matchs. Ça, je suis persuadé. Et je te rejoins complètement sur le fait que c'est un adversaire parfait pour les Nets parce que ça va leur permettre de monter en régime, de monter en puissance petit à petit. Là, sur ce premier match, ils sont favoris. Ils sont donnés chez les bookmakers avec 8 points d'avance. 8 points d'avance, donc une marge quand même assez confortable. Euh, donc ça va leur permettre de monter en puissance, ça va leur permettre de régler aussi les automatismes. Tu l'as très bien dit. Alors, on va dire que Durant et Irving ont peut-être joué un petit peu plus ensemble que d'autres duos, mais les trois ensemble, je crois qu'ils ont dû jouer 9 matchs. C'est à confirmer, hein. Je Oui, dis je ne ça sais de même pas tête si c'est pas pour avoir 7. vu. Pour Voilà. moi, j'avais le chiffre 7 en tête, mais pareil, Voilà. ça a confirmé. Donc, voilà, donc ça reste sur 72 matchs, c'est très faible, mais c'est l'occasion parfaite de mettre des automatismes en place. Et puis on parle de joueurs qui sont All-Stars, on parle de superstars de la NBA, de joueurs avec des QI basket au-dessus de la moyenne. Et Donc puis, ils il faut jamais arriveront oublier, c'est forcément. qu'Arden et Durant ont déjà joué ensemble, étaient coéquipiers à Oklahoma Et City. évidemment. Ouais, tout à fait. Que Irving Tout à fait. il donne l'impression d'avoir mis son ego de côté cette année et de se transformer en passeur. Que Blake Griffin semble être sorti de la naphtaline et où il était à Détroit pour, euh, pour se mettre à jouer au basket et arrêter de penser au showbiz. Il faut jamais oublier, c'est ils ont un certain DeAndre Jordan à l'intérieur aussi. Moi aussi. Ouais. Et là, pour le coup, là, il peut vraiment faire des gros dégâts chez Celtics. Ah bah oui, 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 c'est une certitude. Donc, pronostic 4-1 pour les Nets. Oui, on est d'accord. 4-1 pour les Nets. Donc les Nets avancent au tour suivant. Affiche suivante. Eh ben, on a un petit remake d'une demi-finale de conférence 2020 dans la bulle entre Mhm. les Bucks et le Heat de Miami. Euh, en fait, là moi je suis bien embêté parce que T'es pas le seul, je te rassure. Milwaukee a tellement fait une saison sous les radars Personne et n'en le parle, Heat mais et ils voilà, sont personne juste, n'en parle. ils Le ont Heat, juste, comment dire, ils ont juste un match de retard sur les Nets, oui, qui est qu'ils ont battu deux ridicule. fois de suite. Moi, en plus. Oui, mais bon, Voilà. après, on sait que les back-to-back Oui, cette année, on sait ce que ça veut c'est dire, ça. ça va pas grand-chose. C'est ça. Donc, le Heat qui a fait un début de saison, c'était l'enfer. On les voyait même pas en playoff. Au final, ils terminent sixième. Bon, voilà, la fin de saison, en plus, entre le 4, 5, 6, ça a été une super place d'armes. Et bon, ils finissent sixième comme ils auraient très bien pu finir quatrième. Euh, et c'est leur bête noire, très clairement, en plus, le Heat pour les Bucks. Euh, donc là, moi, difficile de sortir Alors, un favori clair. moi, j'ai pas de favori. Par contre, je vois la série aller en 7.
en 6, voire en 7. Parce que le Heat a l'expérience des finales l'année dernière, il ne faut jamais oublier ça, et de leur parcours. Pareil, C'est ils ça. étaient 6e de mémoire, si je ne me trompe pas, quand ils arrivent, quand ils arrivent en. Ou 6 ou 5, 5. 6 ou 6 ou 5, 5. mais bon. Ouais. Ils avaient déjà pas l'avantage du terrain tout au long des playoffs. Clairement, là, ils sont sur une dynamique de 8 victoires de défaite, les Bucks aussi. Mais moi, je sais pas, pour moi, le momentum et l'expérience va plutôt du côté du Heat, qui l'année dernière avait deux Tyler Hero et aide-moi le deuxième, Duncan Robinson. Duncan Robinson, merci, euh, qui était en première voire deuxième année l'année dernière, qui cette année ont pris de l'expérience. Alors ils ont perdu Jake Crowder, mais le vieux Iguodala et le vieux, même la momie Udonis Haslem est toujours là. Donc clairement, moi je mettrais pratiquement une petite pièce sur le Heat sur cette série-là. Bah, Ce serait très risqué, mais je risquerais pas ma chemise dessus. Mais pour moi, clairement, le Heat a peut-être un ascendant psychologique, un complexe comment dire, d'infériorité des Bucks, qui depuis des années qui finissent soit premiers dans les premiers de la conférence Est, qui sont promis à aller au final. Bah, ça me fait penser à d'autres sports, d'autres équipes, en particulier françaises, auxquelles je pense. Qui se croient les meilleurs au monde et qui finalement ont du mal à passer les étapes. sur la saison, j'ai regardé. Mm. Euh, c'est les Bucks qui gagnent la série. Ils sont à 2-1. Le truc, c'est qu'ils ont joué en décembre. Mm. Ils avaient joué un back-to-back le 30 et le 31 décembre. Les Bucks avaient pris le premier 144-97. Le Heat avait pris le deuxième 119-108. Et ils ont joué le 16 mai dernier. Donc ils ont joué il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. Et les Bucks avaient gagné 122-108, ce qui avait du coup précipité le Heat à finir sixième au lieu de quatrième. Jimmy Butler revient bien. Tyler Hero voilà, aussi sera là. Bam Adebayo est toujours présent dans la raquette. Je sais pas. Moi, je te rejoins. Ça va être une série, à mon avis, longue. Mm. 6 ou 7. En 6 ou 7 matchs, c'est quasi sûr. Euh, moi, ouais, tu vois, j'hésite tellement. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que les équipes sont presque identiques à celles de l'année dernière. Mm. Euh, les Bucks se sont renforcés juste au poste où ils avaient besoin. Giannis Et est toujours Middleton. impressionnant. Il est toujours impressionnant, mais peut-être pas autant qu'il l'était les 2 dernières années. Mm. Et je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien pour les Bucks d'avoir évolué dans l'ombre pendant toute l'année, d'avoir évolué dans l'ombre des Nets, d'avoir évolué dans l'ombre des Sixers, et de pas arriver avec la casquette de bon bah de toute façon cette année c'est les Bucks quoi. Bah, honnêtement, pour moi, ça va être, ce sera soit simple. Ce sera soit on ira pratiquement, j'ai envie de. Je miserai pas sur un 4-2, par exemple. Je n'irai pas sur un 4-2 de une des deux équipes. J'irai bien soit un 4-0, voire un 4-1 si vraiment, si les Bucks, comme tu le dis, ont vraiment été sous-cotés et sous le radar. Soit autrement, 6 voire 7 matchs pratiquement sûrs. Mais parce qu'on n'est pas abri non plus que le Heat, qui a dépensé tant d'énergie pour arriver en playoff, qui a dépensé beaucoup d'énergie dans les derniers matchs, pour arriver à bien se positionner, explose aussi. Ça, je pense que c'est Ah une bien époque. sûr. Ça, c'est quelque chose. C'est une série qui est très, très, très difficile à lire, Mm. à mes yeux, et qui est vraiment, ouais, avec plus de réflexion, je sais pas. Voilà. Donc premier match samedi à 20h. Mm. Donc en plus c'est cool, on a des matchs à des heures sympas pour la France. Milwaukee est donné favori avec 5 points d'avance. Je trouve quand même que C'est cher payé. Moi, c'est. ça fait beaucoup. Pour moi, ça fait beaucoup. Ouais. Je pense que ce match sera plus serré que ça. Euh,
Ouais, parce que si on regarde les différents éléments, tu vois, les différents secteurs de jeu, bah, il n'y en a pas une qui a l'air de dominer l'autre, tu vois, vraiment, où t'as une équipe qui domine vraiment clairement. Dans le secteur intérieur, bah, Bam Adebayo est quand même pas enfin, c'est pas un lapin de 6 semaines non plus, donc il va faire le taf et il va vraiment embêter Giannis. Euh, je dirais peut-être qu'au poste de meneur, c'est peut-être là où le hit est le meilleur avec Butler. Oui, oui. Puis Butler, c'est Tu quand même le vois, meilleur sur défenseur de la le ligue. côté création de jeu, sur le QI basket, à mon avis, Butler est meilleur. Après, si Tyler Hero prend feu à 3 points, Duncan là, je Robinson veux aussi. dire, c'est comme si de l'autre côté, Middleton prend feu à 3 points aussi. Ou Pat Connaughton. Donc, ça va être ces deux équipes qui tirent beaucoup à 3 points. Donc, la réussite au shoot sera primordiale. Et si l'une des deux équipes a- arrive à être régulière sur son shoot, et notamment sur le shoot longue distance, elle aura pris un avantage sur son adversaire. Tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est. Là, honnêtement, pronostic, je vais me risquer à un. J'ai déjà annoncé. Allez, j'ai dit le hit. Donc le hit en 7 matchs. Eh ben, je prends les Bucks en 7. Ouais, voilà. juste, juste pour contredire. Non, Comme ça, je bon pense que. courage à ceux qui nous écoutent pour faire leur Ouais, pari. c'est ça. Ça, exactement. Non, mais vous inquiétez pas, vous aurez des previews des matchs et tout ça pour les paris. On va faire ça bien, quoi qu'il arrive. Euh, je vais dire que l'expérience jouera davantage et que les Bucks vont. Ça sera dur et je pense que un match 7 sera incroyable à Milwaukee parce que si je donne les Bucks en 7, c'est pour l'avantage du terrain, Mm. clairement. Ouais, ouais, Parce bon. que autant dans une bulle, j'aurais peut-être pas eu la même réflexion. Autant là, autant tu vois, l'année dernière, si on regarde l'année dernière comment s'était déroulée la série pour les Bucks, leur premier tour contre le Magic, je me souviens d'un premier match où à la fin du match, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas chez les Bucks. La coupure après les événements qu'il y avait eu à Milwaukee et ce qu'ils avaient fait, qui avait été d'ailleurs vraiment, vraiment très très bien, les avait un peu coupés dans leur lancée et même dans les premiers matchs matchs de préparation. La fin de la saison régulière, comme ils avaient appelé ça l'année dernière, il y avait eu des signes un petit peu avant-coureurs non, il y a des choses qui allaient pas. Le shoot n'était pas là, etc. Et la première série face au Magic, même s'ils gagnent 4-1, c'était pas un 4-1 net-net, tu vois. C'était pas un 4-1 où tu Ah oui, des moi je me possessions. rappelle, je me rappelle assez bien. Et c'est vrai que euh, tout le monde moi le Magic qui avait encore les trois amigos, Gordon, euh, Vucevic et puis Vucevic et Fournier, merci, euh, ont vraiment euh, ont vraiment mis à mal cette équipe des Bucks. Et c'est vrai que bah, pour tout le monde, c'était un peu une surprise. Et c'est vrai que c'était un peu une fausse. Ils avaient gagné 4-1, mais c'était ouais, peut-être c'était pas l'arbre qui net. cache la forêt. Voilà, c'était ça. Et après, ils étaient arrivés contre le 8 qui, eux, étaient lancés. Et puis, voilà, on connaît le succès qu'ils ont eu derrière. Donc, je pense qu'une très bonne indication pour cette série, ça va être le premier match. Mm. Si les Bucks gagnent par 15 ou 15 points, tu vois, bon, bah, on pourra se dire, bon, ok, il y a pas un statement qui est fait, mais ok, les Bucks ont déjà posé les bases, ils sont là, ils sont sérieux, ils sont solides. Voilà, à voir comment va se faire ce premier match pour cette série. Bon, désolé pour les pronos, hein, ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. Euh, Quatrième affiche. Donc, si juste avant qu'on passe à la quatrième affiche, donc 3-6. Donc ils affronteraient. Les Donc Nets. ils auraient des Nets. Donc on aurait pour Maxime un Nets Heat en demi-finale
Et pour moi, un Bucks-Net. qui fait Alors, je suis rêver. désolé, mais je prends Bucks-Net. Hein. Pour le coup, Ah, bah, c'est pas. ouais, mais moi, je prends un net hit. Je vais te dire pourquoi. Pour une simple et bonne raison. C'est que là, on se retrouverait par rapport à l'équipe peut-être la plus sous-cotée Hmm, depuis 2 ans, qui est le hit, face à hmm. l'équipe peut-être la plus surcotée cette année, qui est les Nets. Peut-être Donc, ça bien. pourrait Ouais. vraiment faire quelque chose de très spectaculaire. Oui, je pense. Dernière affiche pour cette conférence Est. Et alors, je pense que c'est la plus improbable des affiches du premier tour, même si je suis super content. Les Knicks qui vont recevoir les Hawks. Ah, le retour des playoffs au Garden, ça sent Voilà, les l'été. retours des playoffs au Garden, c'est fantastique. Alors, les deux équipes ont le même bilan. Hein. Elles ont terminé la saison régulière avec le même bilan, 41-31. Et après, c'est tie-breaker pour les Knicks. C'est ça, le tiebreaker pour les Knicks. Donc, le match a lieu dimanche à 1h du matin. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, je précise. Et New York est donné favori par les bookmakers de 1,5 points. Donc un match extrêmement serré entre les deux équipes. Euh, Julius Randle contre Trae Young Et Gallinari. et Gallinari. Euh, Nerlens Noel contre Clint Capella. Ouais. C'est en fait, moi la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois cette série, c'est qu'en fait, les Hawks ou les Knicks seront en demi-finale de conférence. Et Bah, si tu surtout les prends Hawks, les. quand on voit d'où ils reviennent, c'est un Ouais, les miracle Knicks cette aussi. année. Oui, Ils ont changé d'entraîneur. Voilà, j'ai dit, ils reviennent vraiment de très très loin. Parce qu'en début de saison, si je me rappelle bien dans ce qu'on avait dit, c'est que les Hawks, on les avait mis quand même pas loin. On les avait mis sensiblement en 4-5. oui, Euh, oui, oui, oui. c'est les Celtics qui nous ont déçus cette année, mais on les avait mis assez haut. La- Donc, moi, pour moi, les Hawks, c'est pas forcément une surprise. Après, là, c'est ton équipe de cœur et ça, je la comprends tout à fait. Ce sont Je les Knicks. vais, je promets que je vais rester neutre sur cette analyse. Mais oui, bah, les Knicks, oui, tu as une progression qui est juste absolument phénoménale d'une année à l'autre. Et elle est due, et moi je reste persuadé que c'est l'effet Thibodeau qui a amené sa science de la défense, sa science du jeu, et qui a réussi à faire de ce groupe une équipe. Parce que, en fait, si tu regardes les individualités, alors à l'entrée de la saison, il n'y avait pas de All-Star. Fin de saison régulière, en fait, il y a un All-Star dans cette équipe, c'est Julius Randle. C'est lui qui a porté l'équipe au scoring toute la saison. En défense, il a été ultra présent. R.J. Barrett a vraiment progressé. Obi De, Toppin. et Obi Toppin a fait une saison rookie tout à fait correcte. Emmanuel Quickley a éclaté au grand jour et à mon avis, il sera le meneur. Ça sera sans doute le meneur du futur chez les Knicks. Euh, c'est la deuxième meilleure défense de la ligue derrière les Lakers. Pour moi, c'est la meilleure, hein. C'est la meilleure. Attends, Il me semble avoir entendu et rabâché sur ESPN que c'était la meilleure défense. euh, meilleure défense, c'est bien les Knicks. C'est les Knicks. Ouais, à 104,7 points encaissés contre 106,8 pour les Lakers. D'accord. Eh ben, tu vois, alors c'est peut-être en. Je vais me rattraper. C'est peut-être en. Comment? En. En glissant sur 48 minutes? Ah non, de toute Non, façon, mais même pas sur 100 possessions. Ah, peut-être, oui. Tu vois, en defensive rating. Mais bon, passons. C'est pas le. Alors, defensive efficiency. Voilà. Ouais, troisième.
troisième en defensive efficiency, derrière les Lakers et Philadelphie. Bon, en nombre de points encaissés par match, il n'y a pas de débat, c'est eux. On sait que ce sont les défenses qui gagnent les titres. Je ne suis pas en train de dire que les Knicks vont gagner la NBA. Hein, voilà. Mais à mon avis, sur ce match-là... aucun commentaire à ce niveau-là. Bon, ce serait le plus gros hold-up de l'histoire de la NBA. Non, mais pour être sérieux, sur cette série-là, je pense que la défense des Knicks sera trop forte pour les Hawks. Et ben pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec toi. Pour le coup, pour moi, je trouve que du côté des Hawks, il y a une richesse à tous les postes qui est absolument remarquable. J'allais dire, non seulement parce que tout le monde parle de Trae Young, mais on a un coach c'est un jeu d'échecs entre deux coachs, il ne faut pas l'oublier. Et puis, on a Bogdanovic. Je confonds Bogdan, si c'est le Serbe ou si c'est le Croate. Mais bon, il y a Clint Capella, John Collins, Danilo Gallinari, mais entendu. Faut pas oublier Lou Williams, qui est là. Je trouve que, pour moi, cette équipe est peut-être un peu plus complète, et surtout en sortie de banc, du côté des Hawks. Alors peut-être que effectivement, si on en sortie de banc côté des Knicks, t'as quand même Derrick Rose. Hein. Oui, ça, Derrick Rose, voilà. Derrick Rose, voilà. Je suis d'accord. Mais sauf que ils vont tourner sur 6 ou 7 joueurs, les Knicks. Alors que je pense que les Hawks ont peut-être plus de possibilités de tourner un peu plus. Ned McMillan, pour moi, il a d'autres ressorts et je pense qu'à Lou Williams vaut largement moins Derrick Rose. Oula, tu vas pas te faire que des amis. Là. Je sais, mais bon. Sur la saison, les Knicks, donc on a dit qu'ils avaient le tiebreaker. En fait, ils les ont sweepés sur l'année. Ils ont gagné à chaque fois les Knicks. Donc, je pense sincèrement que alors, les deux équipes sont assez inexpérimentées en playoff, voire même n'ont absolument aucune expérience. Alors, l'apport de Lou Williams et de Derrick Rose de chaque côté, effectivement, sera super important. D'ailleurs, je ne serais pas surpris de voir Rose débuter les rencontres et se faire remplacer petit à petit par Payton ou Quickly. Mais sur la saison et sur alors le momentum, je ne sais pas si on peut parler quand même de momentum, mais sur la lancée sur laquelle sont les Knicks, je pense que c'est là où ça peut faire la différence et où en fait le fait de ne pas avoir d'expérience va laisser ça de côté. Par contre, là où je mets un gros attention, ça va être sur les fins de match pour les Knicks. Toute cette saison, ça a été assez compliqué, les fins de match. Même le dernier face aux Celtics, ils avaient le match en main. Ouais. Et ils sont tombés dans une espèce de facilité à vouloir... Randle est sorti complètement de son match. Et c'est peut-être là où les Hawks auront une carte à jouer. C'est que s'ils arrivent à garder le match assez serré, ils peuvent le faire. Ils peuvent en prendre quelques-uns et inquiéter les Knicks. Après, moi, j'ai un autre biais pour les Knicks. Le problème, c'est le Garden. Bizarrement. Parce que le Garden peut être en feu. C'est sûr, moi, le Garden va être en feu. Sauf que la pression, si jamais ils perdent un, voire deux matchs, s'ils perdent un des deux premiers matchs, la pression de la presse, la pression du Garden au retour, j'aimerais pas être à leur place. Et vu comme c'est des joueurs qui sont relativement jeunes et pas très expérimentés, la pression pour jouer au Garden,
et à New York, c'est pas la même que quand on joue à Atlanta. Donc pour moi, c'est un élément aussi à prendre en compte. Alors, je mettrais peut-être un. Je suis pas sûr que la presse leur tombe dessus si jamais ils perdent leur premier match. Ça fait 8 ans qu'ils sont pas allés en playoff. Là, ce qui arrive maintenant aux Knicks, franchement, personne ne les donnait quatrième. Oui, c'est sûr. Tout à fait d'accord. Personne ne les donnait quatrième. Tout le monde les donnait, allez, peut-être 11e max, 11, 12, voilà, mais encore dans les choix pour la loterie. Ils finissent quatrième. Ce qui arrive maintenant, c'est que du bonus. S'ils se font éliminer, ils se font éliminer par une équipe qui a le même bilan qu'eux. Et ils se font éliminer après une saison où c'était tellement inespéré que au final, c'est peut-être pas si grave. Que, tu vois, que cette jeune équipe aura appris des choses. Elle va, et elle va s'en servir pour l'année prochaine. Et puis, on pourra tout. Et puis, bon, c'est pas que je vois les excuses déjà arriver, mais dans le cas où ils se font sortir, il y a la gestion du temps de jeu aussi côté Thibodeau où non, les mecs restent, même si tu gagnes de 15 points, les mecs restent jusqu'au bout et jouent jusqu'au bout pour les maintenir concentrés. Donc il y aura peut-être aussi un élément de fatigue qui pourra se faire sentir, surtout si la série va en 6 ou en 7 matchs, bien que pour moi, elle ira pas au-delà de 5 matchs. Ah bah moi, là pareil, c'est encore un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi. Moi, je la vois clairement aussi serrée que la série précédente entre les Bucks et les Heat. Et je le vois. Et moi, j'avais noté clairement pour les Hawks en 7 matchs. Hawks en 7 matchs. Eh écoute, si c'est un Game 7, ça donnera de l'intensité, ce sera sympa. Pour moi, les Knicks 4-1. C'est osé, je le conçois, mais Knicks 4-1. Je pense qu'au Garden, les Knicks en perdront pas. Ils ont tellement été dominants cette saison au Garden que le public pour le coup, jouera réellement son rôle. Déjà, il y aura très peu de touristes par rapport à d'habitude. Donc, il y aura les vrais New-Yorkais, il y aura Spike Lee au bord du terrain. C'est ce que j'allais dire. Donc, je pense que ça va énormément jouer et ils en prendront un. Ils en laisseront un, ça c'est sûr. Les Hawks en prendront un, je pense, à la maison à Atlanta. Mais les Knicks en prendront un aussi là-bas et se qualifieront assez rapidement pour ensuite aller se cogner les Sixers. Donc je pense que ça sera autant que la série se termine rapidement parce que le match d'après sera très 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 compliqué. Après, moi, pour finir sur ce podcast, si on doit se projeter déjà vers les demi-finales de conférence, il y a les 3 épouvantails, dont 2 qui vont s'affronter à mes yeux. Bon, alors, même si j'ai mis le Heat, mais c'est la précédente. Mais bon, il va y avoir quand même. Il y aura une série serrée, puis je pense que les Sixers ont déjà un pied en finale de conf, à mes yeux. On déplaise à beaucoup de personnes. Oui, non, mais oui, pour moi, les Sixers ont déjà un pied et demi en finale de conférence. Mais ça fera l'objet d'une preview des demi-finales de conférence en temps voulu. Merci Max pour la conférence Est. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis à très vite parce que on va vous préparer la conférence Ouest pour ce premier tour des playoffs. Donc à très vite. À bientôt, au revoir.